Le 19 décembre, soit 2 jours après la fin de mon remplacement à Montguyon, je prenais mes fonctions dans ma nouvelle classe au Maine-Allain. Là aussi je fus reçu par le directeur, qui étrangement s'appelait également Monsieur Boucher, bien qu'il n'ait aucun lien de parenté avec le directeur de Montguyon. Il fallait que je trouve à me loger. Monsieur Boucher me proposa de rencontrer une famille de personnes retraitées qui acceptèrent de me louer une chambre dans leur logement et qui acceptèrent également de me nourrir le matin et le soir. À midi, j'allais pouvoir manger à la cantine avec les autres enseignants de cette école de 5 classes, tout en surveillant les enfants qui restaient, pour la plupart, à l'école dans l'interclasse de midi. Ma classe n'était pas dans les locaux de cette école neuve. Au moment de sa construction, elle ne comportait que 4 classes. La proximité de la ville de Saintes avait fait que de nouvelles constructions d'habitations avaient amené une fréquentation en hausse. Il avait fallu ouvrir une classe supplémentaire dans les anciens locaux. Ceux-ci se trouvaient de l'autre côté de la route Sainte-Cognac, à quelques centaines de mètres du nouvel établissement, ce qui fait que j'étais un peu isolé de mes collègues. À midi, je devais accompagner les élèves mangeant à la cantine dans les nouveaux locaux et nous devions faire très attention en traversant la route assez fréquentée. Heureusement, il y avait une longue ligne droite qui nous permettait d'apercevoir les véhicules arrivés de loin. Un jour qu'il avait neigé, début janvier 1959, M. Boucher et ses élèves nous ont tendu une embuscade et dès notre arrivée dans la cour de l'établissement, nous avons été assaillis par une attaque en règle à l'aide de boules de neige. Il s'en est suivi une vraie bagarre entre mes élèves et les autres enfants qui attendaient l'heure de la cantine. Malheureusement, mon séjour au Maine-Allain, qui se passait dans une excellente ambiance, n'allait pas durer aussi longtemps qu'il était prévu. Un congé de maternité aurait dû me permettre de rester en poste jusqu'en mars. Un beau jour, je reçus une convocation de l'académie m'indiquant qu'en raison d'impératifs de service, mon remplacement cesserait le 31 janvier et que le 2 février, je devrais prendre mes nouvelles fonctions au GIC, une classe unique située entre Matha et Néré, à une dizaine de kilomètres des rivières où j'habitais chez mes parents. Je rencontrai le maire du GIC qui m'expliqua cette nomination alors que mon séjour au Maine-Allain n'était pas terminé. Depuis la rentrée, l'école du GIC avait vu la nomination de plusieurs enseignants remplaçants à la suite du départ de l'institutrice en poste jusqu'en juillet dernier. Aucun de ces remplaçants n'était resté guère plus d'une semaine. Certains avaient même refusé le poste avant de l'avoir visité. La raison en était toute simple. Le GIC est une commune située loin des villes de Saintes, de Rochefort et de La Rochelle. Or, les remplaçants, désignés par l'administration, habitaient pour la plupart dans ces villes, et ils n'avaient aucune envie de venir s'enterrer au GIC, d'autant que les conditions d'habitat n'étaient pas les meilleures. Il y avait bien un logement de fonction, mais sans moyen de chauffage. Le GIC est un village sans aucun commerce. Sans moyen de locomotion, la vie pour un jeune urbain n'est pas évidente. Les élections, prévues en mars, approchaient, et le maire craignait pour sa réélection si d'ici là, l'école ne parvenait pas à accueillir un enseignant. La classe unique était composée de 25 enfants et, parmi eux, 2 devaient passer les épreuves du certificat d'études primaires en fin d'année scolaire. Il devenait urgent de trouver une solution. Sollicité par le maire, l'inspection académique avait donc choisi de nommer un enseignant
habitant le plus près possible du GIC, espérant ainsi qu'une énième fois le remplaçant désigné ne refuserait pas le poste proposé. Il se trouve que j'étais le plus près dans la liste des remplaçants possibles. L'Académie n'avait pas hésité à me déplacer du Ménalin vers le GIC, pensant à raison que je ne refuserais pas. Un refus de ma part aurait pu être mal accepté, et j'aurais très bien pu ne plus me voir offrir d'autres remplacements et me voir ainsi rayé de la liste des remplaçants. Il s'agissait maintenant pour moi de trouver un moyen de locomotion pour pouvoir me rendre chaque jour à l'école du GIC. Mon père se mit en quête de me trouver un véhicule d'occasion. Tout près de chez nous, à Beauvais-sur-Matha, M. Maria, le gérant du petit magasin Coop de la localité, avait fait l'acquisition l'année précédente d'une Dauphine neuve. Il s'était vite rendu compte que cette voiture ne convenait pas pour l'utilisation qu'il souhaitait en faire. Il avait besoin d'un véhicule utilitaire afin de pouvoir effectuer des livraisons auprès de ses clients. Il cherchait désespérément à revendre sa Dauphine afin de réaliser l'argent nécessaire à l'acquisition d'une auto mieux adaptée à son commerce. Mon père, conscient de l'urgence que le gérant avait de réaliser cette vente, marchanda et finit par faire l'acquisition de la voiture en obtenant un prix inférieur au prix affiché à l'Argus, malgré le peu de kilométrage effectué dans l'année. Il m'avança l'argent, et nous conclûmes que je lui rembourserais une petite somme sur la paie que je recevrais chaque fin de mois. C'est ainsi que je me retrouvai propriétaire d'une magnifique petite Dauphine neuve de couleur noire, ayant 9000 km au compteur. Restait à résoudre le repas de midi. L'école ne possédait pas de cantine. À midi, tous les enfants du village retournaient dans les familles. Comme je l'ai dit précédemment, le logement de fonction ne possédait aucun moyen de chauffage. Il était donc difficile d'envisager que je m'installe en plein hiver dans une pièce non chauffée. Le maire, M. Dussoz, me mit en relation avec une dame veuve retraitée qui accepta de m'accueillir à midi, et je pus ainsi déjeuner au chaud et profiter, au passage, de la présence de cette dame qui me tenait au courant des potins du village. Cette nouvelle affectation était pour moi une nouvelle expérience. Jusque-là, au cours de mes 2 précédents remplacements, j'avais eu des conditions somme toute assez ordinaires. À Montbuillon, la classe comportait 2 niveaux, les cours élémentaires première et deuxième année, mais cela pouvait assez facilement se gérer. Au Ménalin, la classe ne comportait qu'un seul niveau, ce qui, pour un instituteur débutant, était idéal. Là, au GIC, avec les 25 élèves, dont l'âge allait de 6 à 14 ans, il en était tout autrement. J'avais à la fois tous les niveaux, la classe enfantine, le cours préparatoire, les cours élémentaires première et deuxième année, les cours moyens première et deuxième année, et enfin les élèves du cours de fin d'études âgés de 12 à 14 ans, avec en prime 2 élèves, un garçon et une fille, André Gaudin et Pierrette Landry, qui devaient se présenter en fin d'année au certificat d'études primaires. Les autres élèves se répartissaient dans chacune de ces sections, 2 ou 3 au maximum par niveau. Il n'était pas question d'individualiser l'enseignement entre tous ces groupes. Je dus avoir recours à la technique utilisée par tous les instituteurs en poste dans ces classes uniques, regrouper les enfants dans 3 divisions au maximum et faire en sorte de m'organiser afin que chacun des groupes ait une activité bien définie pendant que je m'occupais plus précisément de l'un d'eux. Cela demandait beaucoup d'organisation, beaucoup de travail de préparation en dehors de la classe. Je devais également réfléchir à mon positionnement dans la classe durant la journée en fonction des activités proposées. Je découvrais soudain la complexité du métier d'enseignant dans une école de campagne.
En prenant mes fonctions, je fis l'inventaire du matériel mis à ma disposition dans la classe. Il y en avait peu. Je découvris une Renéo, mais je ne savais pas m'en servir. Je décidai que j'irais voir un collègue dans une école voisine pour que l'on m'explique son fonctionnement. Cet instrument me rendit vite des services. Je pus ainsi préparer manuellement des petits textes que je reproduisais en plusieurs exemplaires et qui me permettaient de faire travailler les petits du groupe de la classe enfantine et du cours préparatoire pendant que je m'occupais d'un autre groupe. La plupart des enfants de la classe du GIC utilisaient régulièrement entre eux le patois local. Heureusement, comme j'étais du même secteur géographique, je n'avais pas de mal à comprendre les plus petits. Certains ne s'exprimaient que grâce à ce langage. J'imagine la difficulté que pouvaient rencontrer des remplaçants venus de la ville et qui n'avaient pas eu de contact avec ce dialecte paysan. J'avoue que j'y ai moi-même complété mes connaissances à leur contact. J'ai dû, lors de mes leçons de vocabulaire avec les plus jeunes, me servir de leurs acquis pour leur apprendre les mots de français correspondants. Les enfants du cours préparatoire apprenaient à lire dans le livre Rémi et Colette. Heureusement, j'avais le livre ouvert devant les yeux lors des séances d'apprentissage, car certains avaient un tel accent charentais que sans cela, j'aurais pu ne pas comprendre ce qu'ils essayaient de déchiffrer. Là aussi, je me faisais aider des plus âgés pour les faire lire à haute voix pendant que je m'occupais du groupe des élèves des cours élémentaires. Le troisième groupe était composé des enfants des cours moyens et des fins d'études. Je les avais autonomisés le plus possible. J'arrivais ainsi à m'occuper de l'ensemble des élèves. Les exercices proposés au groupe des grands étaient préparés de telle sorte qu'ils soient de difficulté croissante. Les plus jeunes ne faisaient qu'une partie de l'exercice, mais ils participaient oralement à la totalité de la correction collective qui s'ensuivait. La date des élections municipales approchait. Le maire m'expliqua une spécificité de la commune. Par habitude, aucune liste ne se présentait. Chaque électeur choisissait d'écrire, sur un bulletin vierge, le nom des 9 personnes de la commune qu'il souhaitait voir participer au futur conseil. Cette pratique avait eu pour conséquence une pratique perverse. Au premier tour, un certain nombre de participants en profitaient pour coucher sur le papier par paire la liste des amants adultères de sa connaissance. Nombreux étaient celles et ceux qui assistaient au dépouillement. S'ensuivait un moment d'hystérie générale. Certains y apprenaient leur infortune à la vue de leurs concitoyens. « Vous devriez y assister, me dit le maire, c'est un spectacle unique. » Au second tour, chacun votait à nouveau, mais cette fois, en fonction de ses propres tendances politiques et de celles connues ou supposées connues des habitants de la commune. Au fil des semaines, j'avais fini par m'habituer à mes élèves et nous nous entendions bien. Il y avait peu d'écart entre les plus âgés dans leur 14e année et moi-même, qui avait eu 20 ans en septembre. Un jour, un des élèves, qui avait l'habitude de jouer aux billes dans la cour durant les récréations, me dit « Vous devriez jouer avec nous, monsieur. » Je relevai le défi et j'apportais mes propres billes. C'était amusant de partager ces moments de détente avec eux. Je me souviens qu'en fin d'année, en juillet, je leur avais partagé mon sac de billes en leur souhaitant de bonnes vacances. Ils avaient été ravis. Le matin, lorsque j'arrivais, les plus grands préparaient le bois que nous mettions dans le poêle pour chauffer la classe. Il n'y avait personne dans la commune qui était chargé de cette mission. Les enfants m'avaient également dit avec un sourire entendu « Vous savez, monsieur, l'année dernière, monsieur l'inspecteur venait souvent voir mademoiselle dans la classe. Elle nous faisait sortir en récréation et elle retournait le voir dans la classe. Nous, on regardait par la fenêtre ce qu'il faisait. » Effectivement, le mur de derrière qui donnait dans la cour était percé d'une fenêtre en hauteur. Au pied du mur, sur le sol, un tas de bois qui servait à chauffer la classe permettait, en grimpant,
de pouvoir accéder au cadre de la fenêtre. L'inspecteur et ma jeune collègue n'ont jamais dû se douter qu'ils étaient ainsi observés. Ce que les enfants me racontaient corroborait les remarques que le maire m'avait faites sur les mœurs de la jeune institutrice qui m'avait précédé dans le poste. Une coutume voulait que les familles de paysans offrent des boudins et une côte de porc à l'instituteur lors de la cuisine de cochon. J'eus ainsi droit, plusieurs fois dans les mois qui suivirent mon arrivée au GIC, à ce genre de présent. Le GIC était aussi célèbre localement pour une autre coutume. Il n'y avait pas de garde champêtre dans la commune. Aussi, pour annoncer les informations communales à la population, le maire faisait régulièrement appel à un des élèves de ma classe, soit après l'école, soit un jour sans classe. Le gamin avait à peine 8 ans. Il passait dans les rues du village et, muni d'un clairon, il rassemblait la population. Alors qu'il savait à peine lire, il informait les habitants du village des avis ou des arrêtés du maire. Le gamin avait eu son heure de gloire. Un journaliste d'un quotidien local était venu faire un reportage et il avait eu sa photo dans le journal. J'avais le souvenir des expériences faites en classe par M. Neuvois, mon professeur de physique-chimie. Un jour, j'eus l'idée de tenter moi-même une manipulation pour agrémenter une leçon de choses. Je regardais sur le livre une des expérimentations expliquées et je tentais de la reproduire. Dans la classe, il y avait une armoire contenant un peu de matériel scientifique. J'en sortis un ballon en verre et je décidai de fabriquer de l'hydrogène comme cela était décrit dans le manuel. Je crois me rappeler des ingrédients qui étaient préconisés pour la réussir. Ce devait être de l'eau et du sodium. Ce qui est sûr, c'est qu'au dernier moment, par souci de protection, j'avais entouré le ballon d'un linge. Bien m'en prit, car au beau milieu de la manipulation, le ballon explosa. Il n'y eut donc pas de conséquences fâcheuses, mais je me rendis compte du risque que j'avais pris. Je pestais contre les auteurs du livre qui proposaient ces sortes d'expériences, sans mettre en garde sur les dangers que cela pouvait représenter. Cela me servit de leçon. Plus jamais, depuis, je n'ai tenté de tels essais. La date du certificat approchait. Parmi mes 2 candidats, j'espérais avoir un succès. Pierrette me semblait trop faible pour avoir une chance raisonnable de réussir. Elle était très faible en orthographe et elle réussissait moyennement en calcul. J'étais donc inquiet à son sujet. André, lui, semblait capable de réussir. Il était excellent en calcul, et pour peu qu'il ne fasse pas une grosse bêtise en orthographe ce jour-là, j'étais confiant sur ses chances de succès. L'examen devait avoir lieu à Aulnay, le chef-lieu de canton, comme c'était la tradition. Je fis part de mes craintes à M. Jonchère, un ami de mes parents. M. Jonchère était le directeur de l'école de Brédon, une commune proche des rivières. À ce titre, il était examinateur le jour du certificat d'études, et cette année-là, il devait justement être appelé à surveiller les candidats dans le canton d'Aulnay. M. Jonchère me demanda comment s'appelait mon élève. « Si je suis de surveillance dans sa salle, me dit-il, je surveillerai et je te dirai ce qu'il en est. » Le jour de l'examen, André était bien dans la salle que M. Jonchère devait contrôler. Durant la dictée, alors qu'il se promenait dans les allées, il lut la feuille d'André. Repérant une grosse faute, sans rien dire, il pointa le mot erroné du doigt et s'éloigna. Je sus, grâce à André qui me le raconta par la suite, qu'il avait vu son erreur, grossière, et qu'il l'avait aussitôt corrigée. Je ne sais pas si ce geste avait permis le succès d'André. Toujours est-il qu'il fut reçu à sa grande joie. Pierrette, de son côté, n'eut pas autant de chance. Pour moi également, ce jour était important. J'avais réussi à faire avoir son certificat d'études primaires à mon premier élève. Je repensais, à ce moment précis, à l'élève Louis-Paul qui, quelques 7 ans plus tôt, en dépit de pronostics défavorables, avait lui aussi
réussit à décrocher son premier diplôme, le certificat d'études primaires. La fin de l'année était proche. Je décidai avec mes élèves de consacrer le dernier jour au nettoyage de la salle de classe. Pour l'occasion, nous avions vidé la pièce et nous avions entrepris, à l'aide de paille de fer, de frotter le plancher et de le cirer pour avoir une belle classe à la rentrée. Je pensais que j'avais toutes les chances de me retrouver dans cette école à la rentrée d'octobre. Les classes uniques n'étaient pas des écoles recherchées par les instituteurs titulaires, et vu la difficulté que l'administration avait eue pour recruter un remplaçant, j'imaginais que selon toute vraisemblance, l'inspection académique me maintiendrait dans ce poste. Cette éventualité me convenait tout à fait, puisque j'étais très proche du domicile de mes parents où je résidais. Alors que nous finissions de cirer le parquet, vers les 16 heures de l'après-midi, une personne frappa à la porte de la salle de classe, puis, sans attendre ma réponse, entra dans la classe. C'était monsieur l'inspecteur en personne. Je le connaissais à peine, au contraire des enfants qui, eux, s'empressèrent de le saluer. « Cela sent bien bon chez vous, me dit-il, faisant allusion à l'odeur de cire que nous venions d'étendre sur le sol. Soyez aimable, faites sortir les enfants en récréation, j'ai à vous parler. » Je me demandais bien ce qu'un inspecteur pouvait bien me vouloir un jour de fin de classe à la veille des grandes vacances. « Voilà, me dit-il, j'aurais besoin à la rentrée d'un instituteur pour occuper le poste d'instituteur agricole à Matha, en remplacement du titulaire qui change de région. Je n'ai personne pour occuper ce poste et j'ai pensé à vous qui habitez le canton. » Il m'expliqua en quoi consistait la fonction. J'aurais en charge 4 journées, une à Siec, 2 à Matha et une à Migron. Le matin serait consacré à l'enseignement général comme en primaire. L'après-midi, je devrais enseigner les matières agricoles afin de préparer les élèves au certificat d'études agricoles et au brevet professionnel agricole. Une partie de l'après-midi serait réservée à l'étude des règlements et à l'aspect juridique. Parallèlement à cette partie théorique, l'instituteur devait aussi s'impliquer comme conseiller agricole dans des essais de culture sur le terrain dans les propriétés de paysans qui participent aux recherches organisées par les chambres d'agriculture. Comme je lui faisais remarquer que je n'avais aucune connaissance en matière d'agriculture, il me proposa: « Je vous mettrai en rapport avec M. Driot de Saint-Jean-d'Angély. Il vous donnera le polycopier de ses cours agricoles. Je demanderai également à M. Bouillet de Chervette de vous fournir le double de ses cours sur la réglementation. Vous aurez aussi la possibilité de vous inscrire à la cinémathèque du ministère de l'Agriculture et d'obtenir en prêt des films qui vous aideront dans votre enseignement. Je sais que le centre de Matha possède un projecteur 9 mm. Je vous dispenserai également des actions pratiques sur le terrain qui relèvent du ministère de l'Agriculture puisque vous n'avez pas reçu la formation nécessaire à ces missions. Je vous demande de réfléchir et de me donner une réponse dans les prochains jours. » « Mais, lui dis-je, mais l'an prochain, je dois passer les épreuves pratiques de mon certificat d'aptitude pédagogique. Comment cela sera-t-il possible ? » « Ne vous inquiétez pas, jeune homme. Le moment venu, je vous détacherai une semaine dans une école élémentaire de votre choix et nous vous ferons passer ces épreuves. » Quelques jours après, je lui donnai une réponse négative. Je craignais de ne pas me sentir à la hauteur pour cette mission. Finalement, avant la rentrée d'octobre, je changeai d'avis et je lui fis savoir que j'acceptais le poste. Je pensais que j'avais tout intérêt à ne pas le braquer en vue de mon épreuve pratique pour l'obtention de mon CAP. Je pris contact avec M. Driot et celui-ci accepta, en plus de la fourniture des cours dactylographiés, que j'assiste le lundi à son premier cours de la semaine, le lundi à Néré. J'allais pouvoir ainsi me familiariser avec le contenu du cours de la semaine.